Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette première partie qui est comment avoir plus souvent plus d'idées en osant remettre plus en cause les conventions qui nous entourent et donc en cherchant systématiquement les conventions existantes en se disant eh ben, et si je les modifiais, et si je faisais différemment, en trouvant grâce à ça des mauvaises mais aussi des bonnes idées et en poussant ces idées davantage. C'est le sujet de ce deuxième temps dont je voudrais maintenant vous parler qui est comment permettre à des idées de devenir des idées performantes, durables et qui s'établissent comme des idées référentes. Donc ça, cette deuxième partie, c'est vraiment le thème du livre Les idées qui tuent, qui est une recherche en fait d'analyse de similarité entre les grandes idéologies, donc les idées qui ont duré plus d'un siècle, enfin plus d'une génération ou plus d'un siècle, qu'elles soient d'ordre philosophique, d'ordre politique, d'ordre religieux, d'ordre culturel ou d'ordre économique. Et donc ce livre, c'est la recherche, d'une certaine manière, des facteurs clés de succès dans la diffusion des idées, lorsque les idées deviennent idéologies, une fois de plus, qu'on parle d'une religion, qu'on parle d'idées en politique ou qu'on parle d'idées économiques. Et donc je voudrais revenir sur ce qui me semble être 10 incontournables, 10 questions à se poser pour permettre à votre idée d'aller plus loin et donc de devenir dominante sur votre marché. Que ce soit, là encore, une idée de produit, une idée de service, une idée d'entreprise, une idée d'association, une idée politique. Alors, le premier commandement, c'est la question du contexte. Alors, le contexte, il joue à deux titres dans le mode de diffusion des idées. Il est d'abord à l'origine, parce qu'une idée n'arrive jamais de nulle part, elle n'arrive jamais vierge de toute inspiration. Mais le contexte, il joue aussi au moment où on lance. C'est-à-dire que personne ne pouvait lancer quoi que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, politique, social, culturel, économique, le lendemain du 11 septembre. Parce que le contexte, au sens réel, l'émotion bien compréhensible, après la chute des tours de New York, rendait impossible toute forme d'expression d'une autre opinion ou d'une autre idée. Donc le contexte, je prends un exemple excessif et radical, mais c'est juste pour dire que le contexte joue un rôle aussi dans la manière dont l'idée va pouvoir être portée. Deuxième élément, c'est qu'il faut toujours chercher à radicaliser la subversion, c'est-à-dire à essayer d'exprimer de la manière la plus forte, la plus puissante, la plus radicale, j'allais presque dire la plus méchante, son idée, pour bien la comprendre et pour pouvoir la partager. Un exemple de disruption radicale, à la fois dans l'offre, dans le produit, dans la communication, c'est Absolut Vodka. Comment exister quand on est une vodka qui n'est pas en off? Eristoff, Smirnoff, etc. Toutes les bonnes vodkas étaient quelque chose off. Le problème d'Absolute, c'est que c'est fait par des Suédois, et donc le off ne marche pas, enfin, n'est pas d'origine suédoise, comme on le sait. D'où l'idée de revenir à une autre dimension, une dimension radicalement différente, celle d'une vodka, d'une pureté absolue. Donc laissons la culture, en quelque sorte, aux Russes, et ce sont dit les gens qui ont créé Absolute dans les années 70, pour prendre la pureté absolue, pureté incarnée par le nom, voilà, que voici, mais pureté incarnée également par la bouteille, que voilà, normalement, qui va apparaître magiquement. Une bouteille totalement transparente, totalement différenciante. La disruption, ça s'exprime aussi très souvent, cette radicalité dans le packaging. Heineken, la bouteille verte au milieu des bouteilles marron, par exemple. Donc on voit à quel point il faut toujours radicaliser les choses pour qu'elles soient perçues. Donc la troisième dimension, la troisième question à se poser quand on a une idée, c'est la question du porte-parole. Il est vrai qu'un certain nombre d'idées peuvent se déployer, voire de grandes idées, peuvent se déployer sans personnalité connue. Donc cette question du porte-parole, c'est une question très intéressante, en particulier au moment dans le point de départ de l'idée, sachant que ce n'est pas forcément le créateur qui est le meilleur porte-parole. Certains le sont, bravo à eux, mais certains ne le sont pas, et c'est la raison pour laquelle ils peuvent avoir intérêt à aller chercher d'autres personnes qui amènent leur crédit ou qui amènent leur notoriété. Donc soigner son introduction, c'est rentrer au bon moment, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le contexte, et d'une manière suffisamment lisible et visible. Il y a un homme qui est passé expert sur la manière de se lancer, au point qu'il se lance lui-même très souvent dans les choses, c'est Richard Branson. D'ailleurs, vous avez vu qu'il va lancer bientôt la capacité d'aller dans l'espace et qu'il a annoncé récemment qu'il allait se lancer lui-même dans l'espace avec sa famille, comme il l'a fait par exemple lorsqu'il a lancé Virgin Mobile. Please put your hands together. So, Richard Branson.
Le fait de pouvoir diffuser son idée par des mots simples mais forts est la meilleure garantie de lui permettre d'aller loin. Voilà quelques exemples de mots associés à quelques marques. Forcément, vous les connaissez, mais elles ont eu les moyens d'inscrire ces mots dans votre cerveau. Elles ont investi lourdement pour le faire. Évidemment, les images jouent également un rôle très important. Et donc, transformer son idée en idéologie ou permettre à son idée d'aller plus loin, c'est ajouter, comme le disait Paris Match, au poids des mots le choc des photos, et donc à la capacité d'avoir des symboles forts. L'image transforme une théorie en un élément beaucoup plus sensible, qui est facteur d'adhésion, et laisse une trace que j'appellerais hologrammatique, qui fait qu'à un moment donné, elle réveille en quelque sorte la totalité du discours, du message ou de l'histoire qu'on a à raconter. Donc toute marque a intérêt à s'approprier des symboles forts. Septième dimension, septième notion, raconter une histoire. Ce que certains appellent à juste titre le storytelling. Là encore, c'est pas neuf, hein, la Bible ou le Coran racontent une histoire, ou le capital pour fixer une idée politique ou économique. Et donc, d'ailleurs, le rôle du livre, c'est le rôle de fixer l'histoire pour permettre la doctrine, en quelque sorte, de l'idée, pour que tous les gens parlent le même langage, parlent de la même chose. Donc le storytelling pour les marques, c'est la même chose. Les marques d'aujourd'hui ont des conteurs d'histoire, donc Steve Jobs est aussi un narrateur de cette histoire, et donc il faut s'interroger sur quelle histoire je raconte. Donc je rappelle, le poids des mots, le choc des photos, l'histoire qu'on raconte. Huitième dimension, c'est les preuves. Ça c'est très très important, d'autant plus qu'on rentre dans une forme aujourd'hui de communication plus performante, à une condition, c'est qu'elle soit concrète, qu'elle soit prouvée, qu'elle soit vérifiable. C'est-à-dire que la langue de bois en communication ne marche plus, elle n'a jamais marché, mais en tout cas elle ne marche plus. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est pas simplement de déclarer, c'est de prouver. Pour rester dans le domaine économique et de communication des marques, c'est ce qu'on appelle de plus en plus le brand behavior, j'en parlais tout à l'heure, qui doit être en ligne avec l'idée, la disruption, l'idée de la marque, le brand belief. Et donc ce brand behavior, c'est quoi? Si le brand belief, c'est l'idée de marque, merci. Le brand behavior, c'est donc l'idée de marque, prenons deux exemples, Adidas, l'idée de marque c'est Impossible is Nothing, ou prenons Pepsi, c'est Refresh Everything. Le brand behavior, ça va être les preuves de cette idée. Et donc si vous voulez avoir une idée particulièrement efficace, il faut avoir en tête en permanence de prouver par vos comportements communicationnels ou par vos comportements tout court d'ailleurs, la manière dont vous allez sur tous les points de contact être en relation avec ceux qui sont vos clients si vous êtes une entreprise, donner des preuves de votre idée, c'est-à-dire faire en sorte que tout votre système soit en ligne avec l'idée centrale que vous développez. La deuxième dimension, j'avais évoqué également il y a un an et on la retrouve dans les idées qui tuent, c'est d'envisager les médias autrement, dans la manière de communiquer, et en particulier en attachant une importance toute spécifique, ce que j'appelle le quatrième pouvoir ou le quatrième média, qui sont les médias que l'on peut gagner, les médias you earn. Au fond, on a cru pendant longtemps qu'il y avait deux types de médias, le below the line et le above the line, c'est-à-dire les grands médias et le hors média. Ou alors on a dit il y a deux types de médias, c'est le offline et le online. Tout ça est vrai, mais c'est pas forcément si performant que ça, parce que ça oublie des dimensions fondamentales, et en particulier ce média gratuit qu'on appelle le buzz, qui a toujours existé, c'était le bouche-à-oreille autrefois, mais qui existe encore plus facilement aujourd'hui avec les réseaux sociaux sur Internet. Et donc il y a les médias en haut à gauche que vous possédez. Ensuite il y a les médias que vous pouvez acheter, ça coûte cher mais c'est efficace, qu'on appelle les grands médias, mais Internet est aussi un média qu'on peut acheter. On peut acheter des mots-clés, ou on peut acheter des banners, et on peut diffuser des films. Il y a des médias concrets, on peut aujourd'hui se créer son propre média, les marques sont de plus en plus elles-mêmes des médias qui créent leurs propres médias. La SNCF en France avec nous travaille en ce moment sur une radio SNCF, en se disant finalement on diffuse des messages dans les gares pour dire aux gens où sont les quais, à quelle heure arrivent les trains, et si on leur passait un peu de musique, et si on leur donnait des informations autres sur l'entreprise et la mobilité ou l'écomobilité. Donc on peut créer son propre média. Mais surtout, il y a les médias qu'on gagne, ces médias gratuits. Ça, là encore, c'est un exemple concret depuis l'an dernier. On a sorti presque par erreur, parce que la maison de prod, c'est quelque chose qu'on a fait gracieusement pour AID, l'association qui lutte contre le sida. Et donc toute la chaîne est gracieuse, c'est-à-dire les créatifs travaillent gratuitement, la maison de prod travaille gratuitement, etc. Et le réalisateur était tellement content de son film qu'il l'a mis sur Internet en croyant que personne ne le verrait pour le montrer à ses copains, quoi. Et en fait, il a mis ça fin janvier, alors que normalement ça devait sortir fin février, et il a mis ce film.
ce que vous voyez là, c'est la courbe en un mois. Et donc en un mois, ce film qui est parti de rien, vous voyez, le 18 janvier, il est sorti un peu trop vite, il devait sortir un mois plus tard. En un mois, il avait 6 millions de téléchargements. 6 millions de personnes avaient regardé, avaient téléchargé et regardé ce film sur Internet. Donc c'est ça la manière aujourd'hui d'avoir, en plus plutôt le cœur de cible, puisque le cœur de cible c'est les jeunes et c'est plutôt eux qui l'ont regardé sur Internet. Et donc c'est ça aujourd'hui la manière d'utiliser les médias qu'on gagne, les réseaux sociaux, pour avoir une performance avec un très faible coût, puisque à part le coût de production qui en plus là était offert par la chaîne de production, tout ça c'est fait gratuitement. Donc voilà, 6 millions de personnes qui ont été exposées à ce film. Dixième et dernier élément, c'est la question des partenariats. Ça c'est de plus en plus important. C'est-à-dire que les marques comprennent de plus en plus l'intérêt de faire un win-win en quelque sorte avec d'autres pour, là encore à faible coût, obtenir des effets supplémentaires, soit des effets d'image, soit des effets de business. Et donc de plus en plus, il faut penser sa capacité de produire et de communiquer en partenariat avec d'autres. Donc tous ces éléments, ces 10 points qu'on vient de voir, visent à permettre de développer en quelque sorte la domination ou la dimension référentielle de votre marque ou de votre communication pour devenir une idéologie.